Et ce qu'on reproche à Joseph Kabila, c'est d'être l'auteur de l'AFCM 23 qui déstabilise la partie Est. Mais aujourd'hui, dire que Kabila est le moteur, là je voulais vous dire, il n'y a aucun élément. Vous avez suivi le procès en fait, au niveau du parti, ce procès ne nous a jamais concernés. Parce que c'est un procès qui est illégal. C'est un procès d'ordre politique. Le juge naturel du président Kabila, c'est qui? C'est pas la haute cour. Vous dites que ce n'est pas la haute cour militaire, mais c'est quelle juridiction? Mais c'est, quels sont les éléments probants qui déterminent que Kabila était en liaison? Parce que quand vous lisez les textes en matière de droit militaire, qui est une cour d'exception, il faut qu'on te retrouve ou soit dans l'association des malfaiteurs, ou soit en flagrance pour être arrêté par la justice militaire. C'est ce qui... Mais non, on reproche à Kabila d'être en collusion avec des militaires pour des dossiers de terrorisme, d'atteinte à la sûreté de l'État. Et c'est des infractions prises en compte par la haute cour militaire. Je sais que vous faites allusion à la cour constitutionnelle comme juge naturel, mais la cour constitutionnelle ne peut juger que le président et le premier ministre. Monsieur India Omari, hier, vous étiez prêt à changer la constitution et donner un troisième mandat, offrir un troisième mandat au Joseph Kabila. Aujourd'hui, vous vous opposez, vous dites que ce sont des débats éphémères. Où est la cohérence? Où est la cohérence dans vos discours? Vous faites allusion à l'inanation, les livres du professeur Bochab, qui n'a pas engagé l'ensemble. En 2015, il y a eu des idées dans ce sens. Mais l'ensemble du PPRD n'avait pas voulu qu'on change la constitution. Vous avez vu ce qui s'est passé. On a eu même des problèmes jusqu'à tel point que non, les gens vous disaient il faut Kabila qui se prononce, tout ça. Kabila ne s'est jamais prononcé et plus tard, Kabila vous a montré son dauphin. Vous acceptez qu'on continue avec le brassage et mixage? Sur cette question de mixage, j'étais dans la commission à Sun City. Et je mets quiconque a défi aujourd'hui, celui qui est venu avec ses idées s'appelle le vieux Etienne Tshisekedi wa Mulumba. C'est pas possible. Mais je l'ai dit. C'est lui qui a amené l'idée de mixage et brassage. Les généraux sont encore là. Les généraux qui étaient... Nous, on ne voulait pas. Vous, votre idée, c'était quoi? Mais nous, on n'est pas venu. Il est venu avec cette idée. Bob Kabamba est là. Je peux vous citer plusieurs généraux qui faisaient partie de ces groupes. J'étais dans... C'était quoi votre contre-proposition, M. India Omari? Parlement des étudiants. Honorables parlementaires, distingués invités, chers collègues, je déclare ouverte la plénière du Parlement des étudiants de séjour, à laquelle nous allons aborder des questions importantes. Il s'agira d'abord de la situation sécuritaire à l'est de la RDC, ensuite du phénomène d'enlèvement à Kinshasa et en province, et nous échangerons aussi sur le rôle du CNC, Conseil national des cybercriminalités, institution qui fait couler beaucoup d'encre et de salive avec les arrestations à travers la capitale congolaise. Et pour échanger sur ces sujets, nous allons recevoir M. India Omari, qui est analyste stratégique et chercheur au Collège des hautes études stratégiques OTAN. Avec lui, nous échangerons sur ces sujets et sûrement que nous brosserons les questions d'actualité, notamment le changement de la Constitution, les dialogues, mais aussi la situation du PPRD, parce que c'est un cadre du PPRD, la formation chère au sénateur à vie condamné à mort, Joseph Kabila. Monsieur India Omari, sans plus tarder, vous avez 15 minutes pour nous faire une introduction sur l'ensemble des sujets. Ensuite interviendront les questions-réponses du parlementaire. Vous avez la parole. Honorable président de l'Assemblée des étudiants, Assemblée nationale des étudiants, honorables membres du bureau, honorables
député étudiant. Je voulais juste, pour cette occasion, vous dire d'abord merci pour l'offre et merci encore pour l'essence de l'organisation. Vous savez, je suis entré dans la salle, j'avais une autre ambiance, mais quand je suis arrivé ici, j'étais trop intimidé par l'organisation. Je me dis, pourquoi on ne valorise pas ces sens managériels pour permettre à ce que nous qui sommes, qui ont une petite expérience dans la gestion de l'État, que nous puissions venir voir un modèle, parce que c'est un véritable modèle. Vous savez, quand vous regardez l'organisation, la propriété, en fait, c'est une imagination. Vous savez, Albert Einstein avait dit que quand vous les parcourez sincèrement, avec beaucoup d'assiduité, il a dit l'intelligence ne se limite pas seulement aux connaissances, mais ça va au-delà des connaissances. C'est aussi une autre forme qu'on appelle l'imagination. Vous savez, aujourd'hui, quand vous allez dans des grandes études, comme en Chine, dans les critériums qu'on appelle dans les universités élitistes au monde, la Chine est devenue la première, avec un grand écart aux universités des États-Unis. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on recommande dans le travail de thèse qu'il faut imaginer. Imaginer, il faut arriver à un produit. Donc, aujourd'hui, les thèses en Chine, ça ne se limite pas seulement à la littérature. Aujourd'hui, on va au-delà de ça. Donc, nous devons commencer à aller au-delà de ça. Vous savez que nous avons un problème aujourd'hui dans notre pays parce qu'il y a carence d'imagination. C'est comme ça que il y a un problème d'hommes. Vous savez, les petits Rwandais que nous sommes chaque jour en train d'insulter, mais aujourd'hui, c'est pratiquement les centres d'activité humaine. C'est pratiquement en Afrique aujourd'hui centrale, en Afrique. Le Rwanda est en train d'aller au-delà. Donc, nous avons aussi besoin de critiques. On a aussi critiques négatives et positives pour avancer. Malheureusement, je ne suis pas venu avec la carte de la RDC parce qu'on doit broder sur ça. Notre thème aujourd'hui est tellement capital. C'est la question sécuritaire de la RDC. Mais il faut parler avec un matériel didactique pour permettre aux honorables que vous êtes de mieux comprendre la situation de notre pays. La question sécuritaire, la sécurité elle-même par définition c'est quoi? C'est la quiétude, c'est la paix, c'est la tranquillité. C'est comme ça que dans les lexiques, il y a une différence entre les services de sécurité et les services de renseignement. Parce que les renseignements viennent au travers des informations, on recoupe pour planifier contre les menaces. On voit les menaces et on doit planifier contre les menaces. Et là, quand on recoupe cette information, on produit de l'information au renseignement. C'est pour cela que dans ceux qui sont en train de faire à la communication, savent faire la différence entre rumeur, information et renseignement. Rumeur, c'est un bruit qui court de gauche à droite, mais l'information, c'est quelque chose qu'on porte, qu'on informe, un fait. C'est comme ça que ceux qui ont fait la communication, ils disent que les faits
sont sacrés. Un fait signifie un événement. Un produit qui doit être visible, perspective. C'est-à-dire, on les voit. On peut encore appeler fait citation. C'est un événement qui arrive, que nous on voit. On appelle ça fait. Donc, renseignement, c'est quand vous recoupez cette information. Et quand vous recoupez ça et vous pouvez diffuser ça, c'est-à-dire ça vient d'une source. C'est comme ça que non, vous allez retrouver, pour ceux qui ont fait de la communication ou qui ont fait de l'opinion publique, soit interne, soit internationale, ils savent faire la différence entre, au fait, quand on recoupe une information qui devient un renseignement, on voit la source. C'est comme ça, ils disent, il y a la crédibilité de la source et la fiabilité de l'information. Donc, cette information est fiable et ma source est crédible. Donc, il ne faut pas confondre. Il y a ceux qui disent que non, l'information est crédible. Non, c'est la source qui est crédible, qu'on fait confiance. Vous allez voir tout au long de cette explication, l'explication que nous allons donner ici, qu'il y a un problème aujourd'hui, ce qui se passe en RDC, nous avons un problème de confiance entre la population et ceux qui gouvernent, donc les gouvernants et il y a une rupture de confiance tout au long de la démarche. Je voulais aller justement pour que vous compreniez. Quand vous regardez la carte de la RDC, toutes nos frontières sont poreuses. Vous commencez par Kipushi ou au Katanga, là où le fleuve commence. Et jusqu'à Aba, en passant par... toutes nos frontières sont poreuses. Et je vais vous expliquer techniquement pour que vous puissiez comprendre pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à contenir quand il y a un problème, même à Kinshasa. Parce que, au fait, moi j'ai eu la chance, je ne vous ai pas dit mon cursus, je suis un petit universitaire. Mon université s'appelle l'université de Lubumbashi. Je suis licencié en sciences politiques et administratives parmi les anciens, avant que la faculté soit transmise à Kinshasa, à l'INIKIN. Nous, on avait déjà terminé à l'époque. On a fait les Sciences Po, on a fait les relations internationales. Je suis aussi sociologue. Je suis en train de préparer un petit papier. Je suis donc éternel étudiant. Et j'ai été dans plusieurs des formations, d'abord idéologiques. J'ai fait la Namibie, j'ai fait au fait l'ANC, j'ai fait à côté ici avec nos amis angolais. Je suis allé au fait en République centrafricaine. J'ai été aussi pratiquement au Kiba, en Chine, en Russie. J'ai aussi fait la Belgique. D'ailleurs, je suis un produit de l'OTAN. C'est parmi les 5 qui ont été à l'époque envoyés en Belgique pour aller étudier dans l'école des stratégies. C'est comme ça que nous, c'est parmi les gens qui, à notre retour, grâce au général Etumba, nous avons créé les CHESD que vous voyez sur le haut commandement. Donc, voilà, et la plupart de mes amis ne sont plus avec nous. On est parti 5. Aujourd'hui, je suis pratiquement... on est resté presque 2.
J'ai toujours rendu hommage au président Kabila, qui ne m'a pas donné l'argent, mais qui m'a intéressé à une découverte, c'est-à-dire à une formation qui me rend aujourd'hui capable d'affronter pratiquement le monde sur le plan de compétitivité. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter seulement, et vous avez été formé à l'université de Lubumbashi, Nikin, Nekis, IPC et ailleurs, vous vous arrêtez. Non. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une autre intelligence qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc, le monde est devenu un village. Nous devons faire face à ça. C'est la compétitivité qui va faire à ce que nous puissions gagner de la place dans les concerts des nations. Donc il faut avoir beaucoup d'intelligence, beaucoup de gens qui sont intelligents pour affronter pratiquement les difficultés que le monde va traverser bientôt. D'ailleurs, India Omari, il vous reste 5 minutes sur les 15 vous accordez. Oui. Les problèmes... Je vous accorde 5, comme ça fait 10 pour revenir vraiment sur le fond du sujet. D'accord. Je voulais juste vous dire que la RDC connaît 3 guerres aujourd'hui. Il y a la guerre interétatique, c'est-à-dire entre les États, avec les Rwanda et l'Ouganda. Quand vous citez la guerre qui se passe au Congo, il ne faut jamais oublier l'Ouganda. L'Ouganda nous fait la guerre. Ça s'appelle, dans la typologie des guerres, ça s'appelle la guerre interétatique. Nous avons aussi une autre deuxième type de guerre, c'est la guerre intra-étatique, qui se fait à notre niveau. C'est-à-dire, c'est une guerre où un pays ou plusieurs pays, où les multinationaux s'organisent, ils financent les autochtones, pour exploiter soit les mines, soit les bois, soit les cafés, soit au fait, je viens de voir je viens voir les Okapis, je viens voir tourmaline, c'est le minerai qui est aujourd'hui exploité à Rubaya dans la partie. Donc il y a ça, il y a aussi guerre asymétrique, c'est-à-dire ce que nous appelons le terrorisme, qui se passe dans la partie Beni, Mayangos, au fait, toute la partie où on a retrouvé l'homme, le grand homme qu'on appelle homme d'Ishango. Vous connaissez homme d'Ishango? Oui, c'est cette partie-là où le premier homme qu'on appelle homme au Congo, qu'on appelle homme d'Ishango. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est les 3 guerres qui se passent dans cette partie qu'on appelle Rift albertain central. Rift albertain central, il y a une différence entre Rift albertain et Rift albertain central. Je ne voulais pas aller trop pour vous embrouiller dans cette matière. Vous allez regarder dans vos Google pour comprendre. Il y a un problème. Le M23 a été créé le 4 avril 2012. Le 4 avril 2012. Et on arrive au mois de novembre. Le M23 est arrivé à conquérir la partie qu'on appelle au fait Goma. Suite à une négociation, la communauté internationale avait demandé au M23 de rentrer dans les positions initiales, leur position initiale, c'est-à-dire à Runyoni. Si j'avais une carte ici, je devais Runyoni, Rumangabo. Et c'est là où le M23 est rentré. Et d'ailleurs, à cette époque-là, moi, j'étais à Goma. J'étais pris en otage aussi dans un hôtel parce que j'ai dirigé encore les parcs, l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Ceux qui ne connaissent pas, c'est une grande entreprise transformée.
C'est-à-dire, c'est la grande gécamine de Goma. C'est de l'écotourisme qu'on fait de l'autre côté. C'est-à-dire le tourisme écologique qu'on fait. Il y a les parcs. Parmi les 7 parcs nationaux, il y a ce qu'on appelle PNV, parc de Virunga. Et le M23 a pris cette partie et avec les négociations du président Kabila, on avait demandé à ce que les M23 rentrent pour qu'on négocie. Le M23 n'a pas voulu négocier. Et le président Kabila, sur son initiative, nous avait demandé, nous qui étions à cette époque dans l'équipe stratégique, que le général Etumba pilote cette équipe. D'ailleurs, on a pris les gens comme ça, il y a eu des ambassadeurs qui sont retrouvés dans les dispositifs. Moi-même, on m'a appelé qu'il y a eu une réunion qui va se passer à Kingakati et on doit se retrouver à l'aéroport pour laisser les véhicules là-bas et aller à Kingakati. Je me suis retrouvé dans l'avion pour aller à Kisangani. S'il vous plaît, on peut éloigner votre téléphone du micro? Oui. Et c'est pour que techniquement... je me suis retrouvé à Kisangani. On arrive à Kisangani. Chacun avait ses informations et séparément. Et de Kisangani, après le briefing, je me suis retrouvé dans cette équipe qu'on appelle le comité scientifique. Je me retrouve dans ces dispositifs sans savoir pourquoi j'ai été pris. C'est-à-dire la sélection a été... C'est-à-dire chacun avait ses informations. Et on se retrouve là-bas. Nous avons quitté Kisangani. Et pour se retrouver à Goma et faire ce travail. Et nous sommes arrivés jusqu'à frapper les M23 de Runyoni, au fait de Rumangabo. Parce que moi, comme j'étais le chef de parc, c'est les parcs qui font les frontières avec les autres États, avec les Rwanda et l'Ouganda. Et vous allez retrouver, même si vous allez en haut là, vers Aba, aujourd'hui, là où les deux Soudans se font la guerre, c'est dans les parcs qu'on appelle domaine de chasse de Biliwere. Vous savez, Mouzé nous disait, vous serez des meilleurs les jours où vous allez comprendre et vous allez savoir la valeur de ce pays au travers de ce que nous détenons. La plupart d'entre vous, ils parlent de la RDC, mais ne connaissent pas la RDC. La RDC, elle est tellement vaste et merveilleuse. Nous avons aujourd'hui des mines que nous n'avons jamais vues. Mais le problème, c'est quoi? On ne sécurise pas nos frontières, nos richesses. C'est comme ça que non, quand on dit aujourd'hui que non, en matière de frontières, on dit que nous avons plusieurs frontières. Les gens, au-delà même de 12 frontières, les gens n'ont jamais compris ça. Mais c'est réel. C'est réel. Hier, on disait que non, on avait 9 frontières. Aujourd'hui, nous avons les frontières terrestres, nous avons des frontières aériennes, nous avons aussi les frontières maritimes. Quand vous êtes, par exemple, à Banana, vous regardez comme ça, en face de toi, c'est l'océan. C'est-à-dire, frontière signifie quoi? Frontière signifie, au fait, limite territoriale ou naturelle. Au fait, agissant comme une zone de séparation, une zone de contrôle et une zone de contact. C'est ce qu'on appelle frontière. Mais quand on dit à quelqu'un que non, nous avons plusieurs frontières dans ces pays, il dit non, mais nous n'avons que 9 frontières. Alors, quand on dit aujourd'hui que non, écoutez, Sud-Soudan, par exemple, et Nord et Soudan, nous faisons la frontière aujourd'hui. Il faut retracer la carte, une autre carte. Les gens, regardez les Berbères, les Mbororo que vous appelez Mbororo. Les Mbororo sont des Berbères. Les gens qui ont appris l'histoire sont des Berbères. Mais ils ne quittent pas du Sud-Soudan. Ils viennent du Soudan. Et ils passent par là où il y a la guerre aujourd'hui pour faire le travail qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. C'est pour cela que... Il vous reste 4 minutes. C'est pour cela que nous disons aujourd'hui que non, il faut un entendement pour comprendre la guerre
à l'Est, cette guerre, il faut que le président ait les outils, les éléments pour faciliter à comprendre ce qui se passe à l'Est. Parce que tant que nous n'aurons pas le même entendement de ce qui se passe à l'Est, nous n'allons jamais gérer ce pays et nous n'allons jamais comprendre la guerre. Aujourd'hui, il est aberrant, nous avons une constitution, l'article 86 de la constitution nous dit pour avoir un état de guerre, il faut que le président de la République déclare la guerre. Mais on ne se soumet pas à ça. Mais on punit les gens parce que on suppose que nous sommes en guerre, alors constitutionnellement nous ne sommes pas en guerre. Bon, l'entendement, comment les gens vont comprendre que la RDC est en guerre? Parce que l'article 86 dit quand on déclare la guerre, il faut se conformer à l'article 144 et 145 de la Constitution. C'est-à-dire qu'il faut un comportement qui va déterminer, les déterminants qui va nous dire que nous sommes maintenant pendant la période de guerre et qu'est-ce que nous allons faire pour se battre et pour essayer de donner une solution par rapport à ce qui se passe. Mais en fait, comment comprendre ce qui se passe à l'Est? Il faut que nous ayons d'abord un même entendement. Il faut que les gouvernements nous expliquent. Le président vienne nous dire officiellement qu'est-ce qui se passe. Parce que je viens de vous dire que il y a 3 guerres qui est aujourd'hui la guerre. La première guerre, c'est la guerre interétatique. La deuxième guerre, c'est la guerre intra-étatique. Et la troisième, c'est le terrorisme. Et chaque guerre, parmi les 3 types de guerre, a des objectifs. Vous êtes en train de suivre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Vous voyez, États-Unis a son objectif pour la guerre en Iran et l'Israël a un objectif pour la guerre. Voilà pourquoi les choses ne tournent pas. C'est de la même manière quand vous voulez comprendre ce qui se passe de l'autre côté, il faut que nous ayons, nous Congolais, nous ayons le même entendement par rapport à ce qui se passe au niveau sécuritaire, au niveau de l'Est. Qu'on se dit, bon, écoutez, voilà, voilà la problématique et voilà les réponses par rapport à une problématique. Parce que la problématique doit avoir des réponses qu'on appelle stratégie. La stratégie, d'abord, il faut mobiliser la population à leur dire que non, nous avons une guerre. Mais comment il faut un plan maintenant de dénouement par rapport à cette guerre. Et c'est ce que nous attendons. Comme chacun a un entendement, a sa visée par rapport à ce qui se passe à l'Est. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous embrouiller, nous sommes dans les bourbiers, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Parfois les autres sont dans la recherche des mines. Nous sommes ici à Kinshasa, nous comprenons, il n'y a personne, il n'y a aucun ministre, même de la Défense, qui peut venir nous dire voilà les plans que j'ai apportés pour une solution à l'Est. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire une chose, tout ce qu'on est en train d'envisager, que ce soit les référendums, on ne peut pas dénouer ça si on n'a pas encore trouvé les... Sinon, c'est favoriser la balkanisation. Parce qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui qu'on fasse... Parce que les référendums, c'est les élections. C'est les élections. Qu'on ne vous trompe pas. On ne peut pas tenir une élection sans Goma, sans Bukavu. C'est impossible. Sinon, l'opinion publique internationale va récupérer cette affaire pour dire que non, bon, on est en train d'envisager pratiquement une balkanisation. Alors que nous devons faire un effort, nous devons, comme Congolais, on doit faire un effort d'expliquer au président de la République que le Congo a besoin de la paix. Pour arriver à ça, nous devons mobiliser la population tout autour des idées pour le dénouement de ce qui se passe à l'Est. Et cette tranquillité va permettre au développement de la République démocratique du Congo. Donc on ne peut pas développer ce pays si l'orteil
c'est comme le corps. Tant que l'orteil est déjà touché, saigne, c'est tout le corps qui sent la douleur. Donc il faut arriver à un certain moment de prendre notre courage pour qu'on dise comme intellectuel, parce que c'est l'élite qui amène pratiquement au fait tout le monde derrière. Nous devons nous mettre d'accord. Voilà pourquoi l'idée du président qui avait demandé avec la Senko les dialogues. Parce qu'aujourd'hui, on dit que c'est les opposants qui demandent. Non. Quand le président a trouvé une difficulté, il avait demandé les dialogues. Il avait demandé, c'est lui qui avait autorisé à ce que le prélat aille voir M. Kagame, aille voir à l'Est, et il a mobilisé même des avions pour que ces gens-là aillent. Mais aujourd'hui, on retourne, on dit que non, mais c'est l'opposant, ce sont les opposants qui demandent. Non, nous avons souscrit à ça parce que nous connaissons que ayant de l'expérience, nous connaissons que la fin doit déterminer les moyens et le dialogue va s'imposer pour que nous puissions trouver une solution au problème de sécurité en République démocratique du Congo. Parfait. Voilà. Je vais vous faire une relance. Vous revenez sur un point, vous dites il faut qu'on ait le même entendement de ce qui se passe à l'Est de la guerre. Mais les narratifs popularisés est les suivants. Le Rwanda a une visée expansionniste de la RDC. Ils prennent marionnettes au Congo qui font des tueries, des massacres, qui exploitent épis de minerais au profit du Rwanda. Et ce qu'on reproche à Joseph Kabila, c'est d'être l'auteur de l'AFCM 23 qui déstabilise la partie Est. Mais c'est étonnant que vous puissiez dire qu'on n'a pas la même version des choses. Le président l'a dit, les gouvernements l'ont dit chaque jour, c'est Kabila qui alimente l'AFCM 23, qui a placé Nanga, qui collabore avec Kagame pour piller les Congo. Quelle autre visée, quelle autre compréhension de la guerre à l'Est devrions-on avoir, à part ce que le gouvernement présente, que je viens de paraphraser ici? Au fait, vous savez, je vous ai dit qu'il y a 3 types de guerres à l'Est. J'étais sincère avec moi-même. Nous avons une guerre qu'on appelle interétatique. Toi, tu parles du Rwanda. Moi, j'ajoute l'Ouganda. Les Rwandais et l'Ouganda n'ont pas les mêmes visées en créant la guerre à l'Est. Le Rwanda, il veut exploiter nos richesses et gérer avec nous les RDC. Tandis que l'Ouganda, pour lui, pour que Museveni soit un peu chez lui, il faut donner des terrains, des carrés miniers aux généraux. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Qu'on ne vous trompe pas, on est en train, on vient avec un discours pour chercher à mettre de côté l'Ouganda, alors que l'Ouganda est là-dedans. Je vous donne un exemple. Vous connaissez, si vous prenez la carte Bunagana, là où en fait les M23 avaient pris la partie, ne fait pas la frontière avec le Rwanda. Bunagana fait frontière avec l'Ouganda. Mais Makenga, quand nous l'avons chassé, parce que moi j'étais sur terrain avec mon ami Julien Paluku, nous sommes allés à Tchanzu. D'ailleurs, les chapeaux de Makenga, là où Makenga a été délogé, c'est nous qui sommes arrivés les premiers avec mon ami le ministre Julien. Mais Makenga est allé se réfugier en Ouganda, pas au Rwanda. Au Rwanda, c'était les Runiga et les autres. Mais comment on collabore avec l'Ouganda aujourd'hui? On continue encore à collaborer avec l'Ouganda aujourd'hui. C'est parce que on n'a pas le même entendement, on ne comprend pas. Regardez ce que l'Ouganda est en train de faire dans la partie Ituri pour comprendre. Pourquoi on cache ce genre d'informations? Non, je comprends. L'Ouganda, je comprends. Donc, mais la question, c'est... Oui.
C'est d'avoir le même entendement de ce qui se passe. L'idée, l'Ouganda, il n'y a pas de souci. Oui, c'est-à-dire que les nœuds du le problème gouvernement aujourd'hui, permet à ce que l'Ouganda continue à faire ce qu'il est en train de faire. Le gouvernement, nous on n'est pas porte-parole du gouvernement, l'interpellation elle est collective. Ouais. Mais ce sur quoi nous revenons, parce que notre sujet est la guerre à l'Est, Ouais. et celle qui endeuille aujourd'hui les familles, c'est celle que cause la FCM 23 qui occupe des territoires importants, dont la responsabilité incombe à votre autorité morale. Non. Comment ça? Condamné à mort par la justice? Je vais commencer. Vous savez, en Europe, quand on a tué un seul militaire français, vous voyez la mobilisation. C'est que l'Ouganda est en train de tuer. De la même J'ai manière. l'impression qu'on ne parle pas la même chose. Je vous pose la question sur la FCM 23, Rwanda, Joseph Kabila. Vous me ramenez sur l'Ouganda. On est sur des diapasons différents, il me semble. Vous donner la globalité de ce qui se passe. Il semble que vous fouillez de répondre à une question. Celle du Rwanda d'abord. Je vais vous répondre avec beaucoup d'intelligence, de lucidité. D'accord. Je voulais juste vous dire ceci que il ne faut pas faire la différence entre les deux agresseurs. Ce sont deux pays qui ont des activités antipatrie dans notre pays. Mais aujourd'hui, dire que Kabila est le moteur, là je voulais vous dire, il n'y a aucun élément. Vous avez suivi le procès au fait, au niveau du parti, ce procès ne nous a jamais concernés. Parce que c'est un procès qui est illégal. C'est un procès d'ordre politique. Je veux, honorable président, on est intellectuel. Les juges naturels du président Kabila, c'est qui? C'est pas la haute cour. Vous dites que ce n'est pas la haute cour militaire, mais c'est quelle juridiction? Mais quels sont les éléments probants qui déterminent que Kabila était en liaison? Parce que quand vous lisez les textes en matière de droit militaire, qui est une cour d'exception, il faut qu'on te retrouve ou soit dans l'association des malfaiteurs, ou soit en flagrance pour être arrêté par la justice militaire. C'est ce qui... Mais non, on reproche à Kabila d'être en collusion avec des militaires pour des dossiers de terrorisme, d'atteinte à la sûreté de l'État. Et c'est des infractions prises en compte par la haute cour militaire. Je sais que vous faites allusion à la cour constitutionnelle comme juge naturel, mais la cour constitutionnelle ne peut juger que le président et le premier ministre. Vous savez, quand vous lisez l'article 69, alinéa 2 de la Constitution, il dit « Le président de la République veille au respect de la Constitution ». Quand vous lisez l'article 52 de la Constitution, qui dit « Tout Congolais, tous les Congolais ont droit à la paix et à la sécurité, sur le plan interne et international ». Aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est que nous ne lisons pas nos textes. Quand je vous dis les juges naturels de Kabila, c'est qui? Mais en fait, c'est la Cour constitutionnelle. Quel texte prévoit ça? Oui, pardon, mais vous pouvez lire la Constitution. La Constitution, la Cour constitutionnelle, c'est le Premier ministre et le président. Oui, je vous dis. Est-ce qu'un ancien chef d'État, c'est la Cour constitutionnelle? Kabila était qui? Est-ce qu'on a dit un ancien président ou un président en fonction? Mais j'ai dit Kabila était président. Vous êtes en train de les juger sur base de quoi? S'il vous plaît, M. India Omari. Aujourd'hui, vous les jugez sur base de quoi? S'il vous plaît, je veux Parce bien... Parce qu'en lui-même, il a... M. India Omari, s'il vous plaît, qu'on éclaire l'opinion. Il faut qu'on soit très pédagogique pour ceux qui nous suivent. Joseph Kabila est un sénateur à vie et ancien chef d'État. La Cour constitutionnelle est une juridiction du président de la République et du Premier ministre. Quand Joseph Kabila est poursuivi pour des faits, notamment soutien aux terroristes, atteinte à la sûreté de l'État, quelle est la juridiction compétente dans la mesure où la Cour constitutionnelle ne prend pas en charge les anciens chefs d'État? Bon, le droit est clair en ce sujet. Hein. C'est quand il y a un vide, il y a un vide. Quand on n'a pas parlé de quelque chose, on ne peut pas. Parce que moi, je sais que non, Kabila a été jugé pourquoi?
comme président de la République. Mais comme président de la République, il a fait quoi? J'ai dit, au fait, on les juge sur base. On ne l'a pas jugé aujourd'hui sur base parce qu'on dit Kabila est un ancien président. Kabila lui-même a un statut comme ancien président de la République. Non, ancien président, ça n'existe pas dans notre pays comme statut. C'est plutôt sénateur à vie. Il faut lire. Il faut lire. La loi est claire. On dit statut des anciens présidents de la République. On dit statut des anciens présidents de la République. D'abord, il faut être un ancien président de la République pour être sénateur à vie. Sénateur à vie, c'est ce qu'on appelle en sciences politiques titre attributif des droits ou titre honorifique. Vous confondez parce que le sénateur à vie n'est pas... le statut, c'est ancien président de la République élu qui découle, qui au fait amène quelqu'un à devenir au fait sénateur à vie. Donc il faut d'abord être président de la République élu pour devenir sénateur à vie. Parfait, revenons au fond. Ce n'est pas parce qu'il faut d'abord commencer par devenir sénateur à vie pour être... parce qu'aujourd'hui, à lui-même, il a un statut, il a une loi. C'est-à-dire, il a une loi. Pour les juger, il faut se conformer à cette loi-là. Parfait. Est-ce qu'on peut revenir au fond pour continuer à éclairer? La question c'était, vous voulez qu'on ait un même entendement de la situation de l'Est. Oui. Aujourd'hui, l'entendement le plus populaire, c'est que c'est Kabila qui alimente la guerre sous couvert du Rwanda pour déstabiliser le régime Tshisekedi. Écoutez, ça, c'est pas un entendement populaire. C'est un entendement de gens qui sont haineux, qui veulent mélanger. Parce que, cher président, quand vous voulez suivre la logique de la chose, nos amis sont arrivés, il y a eu alternance le 24 janvier 2019. Le 12, M. Tshilombo a dépêché les 11 au 12 juillet 2019 une délégation au Rwanda pour aller signer un accord qu'on appelle l'accord avec les M23 sous les auspices de Kagame. Je vous donne les faits. Et celui qui a signé, il s'appelle Ibalanki. Il a signé cet accord et le 28 octobre 2019, une délégation du M23 est arrivée au Congo. Ils ont logé ici pendant 14 mois. Ils ont circulé dans les camps militaires ici jusque dans la province du Congo central. Connu de tous. Connu même du président qui a reconnu lui-même que non, M. Tshilombo a reconnu que non, oui, que ces gens-là étaient ici. Ils ont fait leur contact. Ils ont, jusqu'à tel point que, plus tard, on a signé 3 accords. 3 accords, ils ont appelé ça comme en relations internationales, comme les accords minima ou accords simplifiés. Parce que ce sont des accords non soumis à la ratification, qu'ils ont soumis. Les intellectuels qui sont ici sont en train de me suivre. Et cet accord n'a jamais été, en principe, quand vous lisez l'article 213 de la Constitution qui dit « Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux ». Alinéa 2, le gouvernement conclut les accords non soumis à la ratification et après, donc au Conseil, débat au Conseil, il en informe l'Assemblée nationale et le Sénat. Il faut savoir lire nos textes. Le problème que nous avons aujourd'hui au Congo, c'est que les gens ne lisent pas les textes. On signe, on n'informe pas. Pour nos amis juristes, ils appellent ça, quand on dit on informe, c'est un régime qu'on appelle le régime, le régime informatif. Et il y a aussi un régime d'autorisation. Mais quand il s'agit d'un accord simplifié, il n'y a pas de régime d'autorisation. Il y a seulement, et surtout avec les accords non soumis à la ratification, il y a seulement les régimes informatifs. Mais les pays aujourd'hui, c'est la même erreur quand nous allons arriver à la question du contrat, les fameux contrats de bradage, contrats
contrat minier de bradage avec les États-Unis, vous allez vous rendre compte que nous commettons toujours des erreurs. Au lieu de se conformer à l'article 213, on essaye un peu d'embrouiller la situation, d'aller vers l'article 214, alors que nous nous retrouvons en difficulté. Donc, au fait, ce qui se passe à l'Est, Kabila n'est pas dans ces histoires. Je suis en train de vous expliquer ici que non, c'est eux-mêmes qui ont coopéré avec les M23, aujourd'hui en difficulté. Ils veulent dire à l'opinion parce que Kabila a fait quelque chose, alors que Kabila est allé à l'Est aujourd'hui parce que la Constitution lui donne, quand vous lisez l'article 30 de la Constitution, on dit tout le monde peut aller partout s'installer. Et pourquoi ils ne viennent pas à Kinshasa? Mais pourquoi vous n'allez pas aller de l'autre côté, c'est la question. Pourquoi les gens qui sont ici ne vont pas? Nous sommes en train de parler de Joseph Kabila. Ils gèrent l'État. Nous parlons de Joseph Kabila. Est-ce que tu sais que non? S'il vous plaît, M. India Omari, nous parlons de Joseph Kabila. Vous avez dit qu'il a le droit d'aller où il veut. Je veux juste savoir pourquoi il ne vient pas à Kinshasa. Non. La Constitution nous demande, nous tous, d'aller nous installer partout. Mais Kabila, il a laissé Kingakati ici. Pardon? Kabila a Kingakati ici où il doit rester. Mais je vous dis ceci. Vous savez, je vais vous dire peut-être une anecdote. Veuillez chuter rapidement, on a largement pris le temps. Aller intelligemment. Vous savez que non, depuis Kabila est arrivé là-bas, quel est le pays, quelle est la communauté, quel est le pays qu'il a condamné? Comment on va condamner quelqu'un qui est dans son élément? Ah, donc il est dans son élément, c'est-à-dire que non, il est chez lui. Chez lui, ok, encadré par les rebelles. Non, je vais vous dire une chose. Sécurisé par les rebelles. Laisse-moi te dire une chose. Nourri par les rebelles. Laisse-moi te dire une chose. Tu peux vérifier. Tu peux aller vérifier. Kabila est sécurisé par la MONUSCO. Ça, c'est une information que je vous donne. C'est pas par la FC23. Je vous dis, écoutez, mais l'accord de SOFA que vous avez fait signer avec la communauté internationale, avec la MONUSCO, vous avez donné, est-ce que vous savez aujourd'hui que non, la MONUSCO a un mandat de vous protéger? Même ici. Dans quelle mesure? Kabila qu'on condamne... C'est un mandat que vous avez donné à la MONUSCO, la stabilisation, la protection de l'être humain, des Congolais que vous êtes, et la stabilisation de la paix en RDC. Vous savez, il faut beaucoup lire. Kabila est là, c'est parce que la communauté internationale le veut. Sinon, il devait y avoir des bruits au niveau de la communauté internationale qui condamnant Kabila. Kabila est arrivé là-bas grâce à la communauté internationale. C'est-à-dire que non, s'il y a un problème aujourd'hui, sa protection est tenue par... Tu as vu à un certain moment, vous n'avez jamais... Madame, la représentante de la MONUSCO, est allée voir Kabila. Il a parlé, vous avez vu ça. Mais on ne l'a jamais condamné. Quand cette dame est rentrée à Kinshasa, nous on attendait qu'on l'arrête. On attendait qu'on arrête. La question est, si Kabila n'a rien à voir avec le rebelle, pourquoi il ne peut pas venir aussi? Autant qu'il parle avec le rebelle, qu'il vienne par là avec le pouvoir à Kinshasa. Les 12 propositions de Kabila. Mais restez lettre morte jusqu'aujourd'hui. Non, mais non. Aujourd'hui, quand vous lisez tout ce que la communauté est en train de faire aujourd'hui, on pratique les 12. Quelle communauté? Mais ce qui se passe actuellement aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Les changements de la Constitution, c'est ce qu'il a prévu. Quand on vous demande de dialoguer, vous me parlez de quoi? Non, vous dites ce qui se passe aujourd'hui. Les changements des mandats ou des changements de la Constitution? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est les débats sur les changements de la Constitution, les dialogues. Ça, c'est un débat éphémère. Quand nous allons arriver sur cette question, vous allez comprendre pour la première fois aujourd'hui les désordres qui amènent. Les changements des mandats n'empêchent pas à M. Tshilombo de payer les fonctionnaires ou de sécuriser la population de Kinshasa. Seulement. C'est seulement. En fait, la ville est endeuillée. Tout ça, ce qui s'est passé lundi, c'était le lundi à Massina Petroko. Il y a eu des morts.
il y a eu des morts. Pourquoi? Parce qu'à cause déjà de cette intention-là, il y a eu un problème de transport, c'est soldé avec des morts. Ce que nous avons vu à Petro-Congo, ça s'appelle massacre. C'est la même chose avec ce qui s'est passé à la prison de Makala. Monsieur India Omari, on va prendre les questions de parlementaires. Vous pouvez prendre place. On va prendre 2 questions et vous allez revenir pour répondre. L'honorable Mohamed et l'honorable Aridja se préparent. Merci, honorable président, pour la parole. Chers collègues, Monsieur India Omari, hier, vous étiez prêt à changer la constitution et donner un 3e mandat, offrir un 3e mandat au Joseph Kabila. Aujourd'hui, vous vous opposez, vous dites que ce sont des débats éphémères. Où est la cohérence? Où est la cohérence dans vos discours? Est-ce une stratégie d'intérêt personnel? J'ai dit l'honneur président. Merci beaucoup. Vous pouvez y répondre et puis on prend la 2e question. Je vous prie de nous faire économie du temps parce que là, nous n'avons pas tout notre temps d'antenne. Sinon, on risque de nous couper sans finir les débats. Bon, merci. Vous faites allusion à l'inanation, les livres du professeur Bochab, qui n'a pas engagé l'ensemble du PPRD. En 2015, il y a eu des idées dans ce sens. Mais l'ensemble du PPRD n'avait pas au fait, voulu qu'on change la Constitution. Vous avez vu ce qui s'est passé. On a eu même des problèmes jusqu'à tel point que non, les gens vous disaient oh, il faut Kabila qui se prononce, tout ça. Kabila ne s'est jamais prononcé et plus tard, Kabila vous a montré son dauphin pour dire que non, mais voilà, il faut qu'il y ait des élections. Nous n'avons jamais été à l'unanimité sur cette question des changements de la Constitution. Parce que nous savons, vous savez, en fait, pour arriver au changement, d'ailleurs, ça n'a pas été prévu dans la Constitution. Nulle part, lisez la Constitution. Aujourd'hui, M. Tshilombo est là à cause de cette Constitution, n'est-ce pas? Lisez l'article 74 de la Constitution. Les gens qui parlent de mission. Mission, c'est là, l'article 74 de la Constitution. Quand vous regardez aujourd'hui, M. Tshilombo est à inadéquation avec la Constitution parce qu'il ne remplit pas les missions qui lui sont dévolues. Lisez l'article 74 de la Constitution. C'est là où il faut comprendre, d'ailleurs, quand vous lisez la Constitution, de l'article 69 à l'article 89, vous allez trouver les prérogatives du président de la République. Mais 74 parle des missions du président de la République. Vos charlatans qui passent à la télévision aujourd'hui, ils vous disent que non, le président Tshilombo n'a pas les mandats, il n'a que des missions. C'est faux. Le président est mandataire. Il est mandataire public. Et je mets quiconque, vos charlatans là qui se disent constitutionnalistes, d'ailleurs c'est un petit cours à l'université. Le droit constitutionnel c'est un petit cours, tout le monde peut aller, peut faire ça. Mais on vous dit que non, écoutez, non. Aujourd'hui ce qui se passe, pour, chers amis, pour qu'il y ait changement de la Constitution, il faut soit un coup d'État. Il faut que les gens qui sont là-bas, qui sont dans les complots, qui s'arrangent pour faire un coup d'État à leur frère, qui est M. Tshilombo. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, il faut une révolution. C'est-à-dire que non, les gens qui sont en train de concocter, de broder sur le changement de la Constitution, doivent déjà se préparer de prendre les armes pour venir renverser le pouvoir ici. Troisième condition, il faut une transition. Alors que ces 3 conditions ne sont pas encore réunies,
comment on peut arriver à changer la Constitution. Techniquement, on appelle ça, vous pouvez aller dans toutes les grandes universités du monde, on n'appelle même pas changement de la Constitution. Je vois les charlatans, les gens qui sont incapables aujourd'hui à l'université de publier les articles sur les journaux, dans des revues internationales. Parce qu'un professeur dans les vademecum doit publier chaque année. Un vrai professeur. Parce qu'à notre époque, un professeur ne peut pas être nommé comme le comité de gestion, par des ministres. Non, c'était par les présidents de la République. Veuillez chuter, s'il vous plaît. Donc, au fait, aujourd'hui, il faut réunir ces 3 conditions pour qu'il y ait changement. Techniquement, on appelle ça abrogation de la Constitution. C'est ça, les mots techniques. On n'appelle pas changement de la Constitution. Pour les gens pour les politologues, parce que ce sont eux, c'est leur matière, on appelle abrogation. Vous allez voir ça dans les régimes politiques comparés, en fait, les cours des régimes politiques comparés, on appelle abrogation de la Constitution, que vous appelez la modification ou le changement de la Constitution. Ici, dans notre Constitution, on nous parle de la révision. Oui, la révision est constitutionnelle. Tout le monde peut rêver ça. Est constitutionnel. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle M. Deli Depes a récupéré la loi au référendum qui a été déjà dans les placards pour les brandir aujourd'hui avec tricherie, avec plagiat. Il a pris la loi de qui? La loi était déjà... La loi référendaire a été déjà déposée. Il faut aller regarder. C'est vous qui évoquez ça, donner plus de précision pour des besoins pédagogiques. On va aller où, M. India Omari? Vous êtes chercheur. Non, vous venez, vous évoquez, s'il vous plaît. Vous savez. S'il vous plaît, vous évoquez un fait, on veut de précision, vous nous dites, allez-y lire. Mais vous qui avez lu avant nous, dites non, c'est plus simple que ça. Je suis en train d'évoquer une information. Vous parlez ici de la crédibilité. Cette information peut être recoupée. En termes de renseignement. S'il vous plaît, ça c'est un temple du débat républicain. La précision, la concision et détail. Si vous dites que Tony Mwaba a fait du plagiat, je vais vous citer. Pourquoi vous avez peur de citer son nom? Il est où? Tony Mwaba. Tony Mwaba, il doit être chez lui, au cabinet ou au travail. Ah, mais il faut se poser, c'est encore une autre question qu'il faut... Il est où? Chaque fois nous voyons les démarches, quand quelqu'un va au Parlement déposer, il y a des propos, il y a ses propos, il est en physique. On ne peut pas déposer un texte de loi ou une proposition de loi en étant en Europe. C'est interdit. Mais c'est une il a un assistant, s'il vous plaît. Il a un assistant. Il y a plein de choses qui peuvent se faire. J'ai dit, c'est un fait. On vous intimide. Combien de lois ont été déposées au Parlement qui ne sont pas encore traitées? Revenons sur le fait que c'est une loi plagiée. Qui a déposé avant Tony Mwaba? Mais j'ai dit ceci, cher ami, ça fait déjà, vous savez, ça fait déjà plusieurs législatives. Ce que je vous demande comme chercheur, c'est que vous avez une information. C'est comme à l'université nous faisons. Quand nous faisons le travail de fin de cycle ou les mémoires, c'est-à-dire c'est pour que les autres chercheurs viennent compléter peut-être les lacunes, nos insuffisances. C'est-à-dire tout ça pour nous dire que vous ne pouvez pas citer quel est l'auteur de la loi référendaire. Je ne suis pas venu ici pour... au fait, les messieurs étaient ça fait déjà des législatives. Quelle est la proposition qu'il a déjà fait? Il est libre de proposer quand il veut. C'est un député, c'est pas vous qui lui dites quand il propose ou quand il ne propose pas. Je crois que non, il a fait son baise, ce qu'on appelle en fait. Oui, parce que quand aujourd'hui, quand on a des problèmes avec les rois soleil, on quitte le pays, on s'exile un peu, et puis on trouve que non, bon, qu'est-ce qu'il faut faire, comment trouver la quiétude dans les bonnes grâces. Oui, bon, on crée quelque chose. Parfait. Pour se retrouver une possibilité de rentrer au pays. Merci. On a vu avec notre ami ancien premier, les députés là qui étaient partis à Monaco, c'était qui
qui a fouillé à un certain moment, qui est député de l'Union sacrée. De nous dire. Ou sénateur, quelque chose comme ça. Il a fait quoi encore? Et du Katanga qui est... Qui Jacques Yaboula? Non, ça doit être... Ben, on va y revenir. En attendant, on va prendre la deuxième question. Honorable Aridja, vous pouvez Donc, prendre place. en conclusion, je voulais juste vous dire ceci, que non, connaissant les rouages de l'État, la révision, elle est constitutionnelle. D'ailleurs, pour le moment, c'est impossible. On dit, quand vous lisez l'article 218 qui parle de la révision constitutionnelle, vous lisez l'article 219 qui dit le moment n'est pas indiqué. Pourquoi? Parce que nous avons et l'état de guerre chimérique, parce que ce n'est pas encore, tant que cet état de guerre n'est pas encore déclaré, nous avons aussi l'état de siège. Et d'ailleurs, on nous parle encore, outre l'état de siège, il y a l'état d'urgence. Outre l'état d'urgence, on dit il ne faut même pas oser quand il y a un intérimaire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons, selon M. Chilombo, dans un état de guerre et dans un état de siège. Alors, même pour lever l'état de siège, la condition, il faut évaluer. Il faut que la population sente que non, maintenant, ce n'est plus l'insécurité dans l'Ituri ou dans le Nord Kivu, que nous pouvons lever ça pour permettre à ce qu'on appelle la révision. Merci beaucoup. Tant que les rebelles sont encore de l'autre côté, tant que vous n'êtes pas capable de vous réconcilier entre vous, comment vous allez lever cet état, parfait, honorable, cet état de siège au Nord Kivu et cet état de guerre dans cette partie? Donc, au fait, c'est aussi pour son allocution, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Honorable Laron se prépare. Honorable Président, honorable membre du bureau, distingués collègues parlementaires. Si Joseph Kabila n'est pas l'auteur de l'AFC M23, pourquoi c'est les membres du PPRD qui se sont majoritairement déversés dans l'AFC M23? J'ai dit. Merci beaucoup. S'il vous plaît, vous avez 2 minutes pour répondre à cette question. On fait la course à la montre, on va chuter. Merci, honorable Président, et les honorables membres du bureau, les honorables députés du Parlement des étudiants. C'est une question très simple. Très simple. Quand vous regardez au fait les statistiques, vous allez vous rendre compte que non, les gens qui ont fait la transhumance sont les gens de l'IDPS. Laurence Kanyuka est de l'IDPS, n'est-ce pas, madame? Ngoma, il est de l'IDPS. Vous allez citer, nous, quand vous lisez dans nos statuts du PPRD, qui sont légaux, qui sont notariés même, il y a ce qu'on appelle l'auto-exclusion. Quand on vient dans un parti politique, la première des choses, c'est les statuts du parti. Ce qu'on appelle les obligations. Et vos droits, c'est dans les règlements intérieurs. C'est-à-dire que non, en cas de déviationnisme, il y a des sanctions qui vont encourir, qui proviendront. Le cas de nos jeunes gens qui sont allés par l'opportunisme aujourd'hui, qui se sont retrouvés là où ils sont. Mais officiellement, ils se sont autoslidés du PPRD. Et d'ailleurs, vous le voyez aujourd'hui, ils n'ont jamais fait brandi les titres d'être PPRD. PPRD, c'est un grand parti. Vous voyez pourquoi aujourd'hui le pouvoir est en train de trembler. Et le pouvoir procède par l'intimidation jusqu'à créer les services qu'on appelle DSP aujourd'hui, au fait, qui traquent, qui enlèvent les gens aujourd'hui, qui créent l'insécurité gravissime à Kinshasa. Donc, au fait, tout ça pourquoi? Parce qu'ils voient l'ombre
La grandeur de ces partis qui fait trembler aujourd'hui. Ils pensent que non, c'est en fermant les sièges que les gens en fait, ne vont pas fonctionner. Non, idéologiquement. C'est pas ça, cher ami. Il y a des contacts. Vous avez appris, comme intellectuel, qu'il y a une stratégie porte-à-porte, bouche à l'oreille. Vous avez appris ça dans les partis politiques. C'est la nouvelle stratégie Donc, du PPRD? Nous travaillons, nous fonctionnons. Je vais vous le dire en allant aujourd'hui que non, cette affaire-là d'être attribuée, que nous sommes avec les M23. Non, ceux qui sont avec les M23 sont connus. C'est l'IDPS. Papa Etienne Tshisekedi. Des tristes mémoires. La jeunesse Balouba. De Kalonji Ditunga. En passant par les MPR. Précurseurs de l'école Makandakabobi. De là, on les nomme pour une punition ambassadeur, le vieux Pandangila. Les récupère, c'était le dernier parlementaire, parmi les 13 parlementaires qui a été coopté à l'IDPS à l'époque. Parce que l'IDPS, c'était l'idée du vieux Pandangila, qui l'a recruté. Parce que le vieux Tshisekedi était dans la jeunesse de Kalonji Ditunga. Veuillez chuter. Donc, au fait, aujourd'hui, les M23 sont jusqu'à aujourd'hui en collaboration avec Doha, n'est-ce pas? Ils sont ensemble à Doha. Ça s'appelle partenariat. Quand ils négocient, ils discutent, ils arrivent à conclure un cessez-le-feu. Ils sont ensemble. Aller dans les matières des relations internationales, il y a des amis qui sont ici, qui savent. Ils vont vous dire même la différence entre un conciliateur, un médiateur et un facilitateur. Parfait. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous qui sommes à l'extérieur, on les regarde, on les observe, ils sont à deux en train de... On nous a jamais invités, PPRD à Doha. Mais ils s'invitent entre eux, ils discutent entre eux. Mais aujourd'hui, à cause de 3 ou 4 personnes qui sont allées, qui sont transhumants, aujourd'hui vous allez dire que Nobo Chab est encore avec nous. Vous allez dire que le vieux Loman est encore avec nous. Il n'a pas rejoint la FCM 23. Non, mais ils sont des transhumants. Ils sont allés, ils ont opéré leur choix. D'ailleurs, d'une manière qui n'est pas la meilleure. Parfait, merci beaucoup. Dans une même législature, on a retrouvé une imitation. Honorable Yema pour son invitation. C'est pas quelque chose à encourager. Parfait, merci beaucoup. On va prendre une dernière question parce que la technique me signale qu'on a extrêmement épuisé le temps. Alors qu'on n'a pas abordé la question des enlèvements, la question du CNC, sûrement qu'on trouvera un autre numéro. On est à plus d'1h10 déjà. Non, on va pas prendre des heures. On aura Biema et on va chuter par là. Non, il faut informer. Bon, vous allez prendre parole. La question, s'il vous plaît. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues. Pensez-vous qu'il faut dialoguer avec ceux qui ont tué nos populations et les intégrer dans nos institutions? Ne pensez-vous pas que ce serait manquer du respect aux mémoires des décédés? J'ai dit. Merci beaucoup. Honorable India, faites-nous l'économie, on va chuter parce que le temps n'est pas notre allié. Merci beaucoup. Vous savez, la guerre elle-même est divine. Honorable. En fait, je ne sais pas votre nom en tête. Honorable Yema. Yema. La guerre a été créée par Dieu. Sociologiquement, la guerre, elle est divine, elle est collée à l'humain que nous sommes. C'est pour cela que nos Pavlov a fait les 8 caractéristiques de l'homme. Vous avez les sanguins, les apathiques, les nerveux, les colériques, ainsi de suite. Parmi les 8 caractéristiques. Il faut aller en pédagogie, en psychologie. La guerre, c'est Dieu qui a créé. Rappelez-vous. Mais la question, c'est les dialogues, c'est pas la guerre. C'est ça, je vais aller. Le problème, c'est les temps. Je vais aller. C'est notamment le fait dans que nos villages, il s'est géométriquement passé des guerres pour protéger soit nos forêts, soit nos rivières, ainsi de suite, soit nos richesses. Mais cette guerre, parce qu'elle vient de Dieu, elle vient de l'humain, ses ambitions. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce que le Rwanda est en train de faire, ça s'appelle dans la géopolitique des menaces.
C'est-à-dire, en stratégie, on dit ceci, il faut se saisir de l'opportunité du danger et éviter que le danger de l'opportunité vous saisisse. Donc, ce qui se passe à l'Est peut devenir une opportunité pour la RDC. Si on est intelligent. Et on peut avoir beaucoup d'argent. Aujourd'hui, les dialogues accompagnent toujours. D'ailleurs, la victoire militaire n'est pas la même victoire politique. Ou la victoire politique n'est pas la victoire militaire. Mais accompagnement, on accompagne toujours guerre avec les dialogues. Henry Kissinger, avec la diplomatie secrète, nous a démontré, à l'époque, vous êtes plus savants que moi. Et vous savez comment les États-Unis continuent toujours à négocier pendant la guerre. C'est le cas qui se passe aujourd'hui. Ils négociaient toujours pendant la guerre. Mais s'il vous plaît, donc, au fait, Monsieur India Omari, je veux peut-être vous faire une relance pour qu'on soit contextuel. La guerre, les dialogues, nous sommes d'accord, c'est le moyen de résolution des conflits. Oui. Mais le fond de la question, c'est les compatriotes, marionnettes du Rwanda, qui ont tué, pillé leurs compatriotes pour des intérêts qui sont les leurs, peuvent, par le moyen du dialogue, devenir ministres, députés, ainsi de suite. C'est là le fond de la question. Vous savez, je ne peux pas entrer dans les notions. Je suis un intellectuel. Avant d'affirmer quelque chose, je dois avoir des éléments. Oui. Je ne peux pas être parce que j'entends que... non, je vais vous donner un élément. Sun City a permis aujourd'hui, nous avons Bemba au gouvernement, nous avons Roubewa, nous avons Lambert Mende et bien d'autres qui sont devenus ministres, qui ont été dans des rébellions. Bon. C'est pas le même scénario qui risque de se faire. Est où? Il est aujourd'hui vice-premier ministre. Mais la question, s'il vous plaît, M. India Omari, on n'est pas en train de débattre sur Mbemba. J'ai donné un exemple pour vous affirmer que cela a été par le passé. C'est votre dialogue de Sun City, sous l'égide de Kabila, qui a ramené ces anciens seigneurs de guerre dans les institutions. Est-ce que vous pensez que c'est le même modèle qu'on doit utiliser pour la crise en place? C'est votre dialogue. C'est les dialogues convoqués par la communauté internationale, par la médiation. Même le dialogue qui va se tenir. Si aujourd'hui, ce dialogue a permis à ce que, pendant un certain moment, nous puissions avoir aujourd'hui la réconciliation. Parce que l'acquis, le premier acquis de Kabila, qui est inquantifiable, c'est la réunification. On parle moins. Kabila est arrivé à 29 ans au pouvoir. Il a trouvé les petits gouvernements. Gouvernement RCD, Goma, gouvernement... il y avait 5 entités. Et plus, en fait, il y avait 3 composantes, plus 5 entités. Mais Kabila a pu réunir les gens. C'est ce qu'on appelle la réunification. C'était important aujourd'hui. Nous avons légué les 145 territoires à M. Chilombo. Malheureusement, aujourd'hui, au fait, vous laissez la question non résolue et non, mais on risque de vous retirer la parole alors qu'on n'a pas répondu. Le dialogue a permis la gouvernance. Vous acceptez qu'on continue avec le brassage et mixage? Sur cette question de mixage, j'étais dans la commission à Sun City. Et je mets quiconque à défi aujourd'hui, celui qui est venu avec ses idées s'appelle le vieux Etienne Tshisekedi wa Mulumba. C'est pas possible. Mais je l'ai dit. C'est lui qui a amené l'idée de mixage et brassage. Les généraux sont encore là. Les généraux qui étaient... Nous, on ne voulait pas. Vous, votre idée, c'était quoi? Mais nous, on n'est pas venu. Il est venu avec cette idée. Bob Kabamba est là. Je peux vous citer plusieurs généraux qui faisaient partie de ces groupes. J'étais dans... C'était quoi votre contre-proposition, M. India Omari? Après, il y a l'accord global inclusif. Il y a 2 livres que les Congolais ne lisent jamais, qu'on appelle Mémorandum 1 et 2 de l'armée, qui a fusionné cette armée. D'ailleurs, nous, on avait l'idée des FAC. Ils sont venus avec les FARDC, avec les Rouberois. Et c'est comme ça que nous, on voulait à cette époque faire l'accord de cascade ici, au Congo-Brazzaville, au Congo central, à l'époque. En nommant Jean-Pierre Bemba comme Premier ministre. C'était notre idée. Mais les gars, notre vieux est parti à Goma pour faire
l'ASD, Alliance pour la sauvegarde du dialogue, avec les RCD Goma. Leur affaire avec les RCD Goma ne date pas d'aujourd'hui. Bien, merci Il faut aller beaucoup. il faut aller parcourir. Vous savez, à un certain moment, j'ai retrouvé au Rwanda, nous étions dans une délégation, j'ai retrouvé le vieux Moubake au Rwanda. Il avait déjà fait 2 ans. Nous, on est venu avec l'équipe, parce que moi, j'étais secrétaire du vieux Kamere, et Tumba et Katumba Mwanke, à l'époque. On s'est retrouvé au Rwanda. Il était là sur base du vieux Étienne. Parfait. Oui, donc cette affaire de mixage, d'ailleurs, mixage, bradage, c'est le même, au fait, c'est réintégration. Ce sont les termes qui viennent de l'étranger, de la communauté internationale. Il n'y a aucun Congolais qui a inventé ça. Mais le problème, c'est quoi? Parce qu'à cette période-là, le vieux Téné a tiré les RCD de l'affaire. Il est venu nous imposer cette histoire. Dis-moi, quelle est l'armée au monde qui n'a jamais eu des tops ou des espions? Tu peux me citer une seule armée qui n'a jamais... Tu veux dire les États-Unis? Mais c'est aux gens du pouvoir de faire un effort, d'assainir son armée sur ce plan. Voilà l'importance de l'état-major renseignement militaire dans les armées. C'est ça le travail. Donc il ne faut pas attendre que l'étranger vienne. Même les Congolais eux-mêmes peuvent devenir des tops, des espions. On a vu ça, on est en train de voir ça en Iran. Merci avec beaucoup. Les Iraniens qui sont en train d'être utilisés par d'autres. Notre souci actuellement, ça fait 8 ans que le président est au pouvoir aujourd'hui. Veuillez chuter. Aujourd'hui, il doit s'assumer. Toute l'armée aujourd'hui, c'est lui qui a nommé du caporal, donc du 2e classe jusqu'au généraux, au chef d'état-major général. C'est avec sa signature. S'il a une volonté, voici les 4 phases de la volonté. Conception d'idées, délibération, décision et exécution. Il n'y a pas de volonté politique. Aujourd'hui, le seul qui se dédie, qui se contredit à tout moment, c'est lui-même. Il assume, il est chef. Article 83, le président de la République est le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Merci, M. India Omari. Merci beaucoup. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans son propre armée, il est responsable. Merci beaucoup. Vous pouvez reprendre place là. Et c'est comme ça que je voulais ajouter pour parler le temps ne nous permet pas malheureusement. On est à 1h40 minutes. Les enlèvements, l'insécurité... Pas possible. La technique ne nous permet pas, donc on s'excuse à nos téléspectateurs. On reviendra sur ces sujets dans un autre numéro. Bon. Mais on a extrêmement dépassé le temps. 1h40, c'est pas possible. 3 minutes. Non. Vous, avec vous, c'est pas évident. Oui, non, mais... non. Ça ne sera pas possible. Veuillez prendre place, mais on va vous réinviter pour aborder les 2 sujets qui sont restés. Bon, ça va. Oui. On y reviendra, mais c'est en tout cas pas possible qu'on aborde ces sujets-là. Donc, chers téléspectateurs, nous avions annoncé 3 sujets, mais nous n'avons abordé qu'approximativement un seul. Nous y reviendrons prochainement, mais il était important que nous puissions écouter les stratèges India Omari dans ses précisions au regard des questions lui posées, plus rien n'étant l'ordre du jour, la plénière est levée. Parlement des étudiants. Parlement des étudiants.